Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bon, donc comme c'est votre dernier exposé là après 2 jours, on va faire quelque chose de pas technique. Je vais vous parler d'un sujet qui est assez récent, qui s'appelle l'analyse topologique des données. On va pas faire de technique. Et en fait, grosso modo, c'est une version améliorée d'un jeu auquel vous avez sûrement joué quand vous étiez petit, qui correspond à l'image que vous voyez là. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez tous joué, j'imagine, à ça. On vous donne un dessin comme ça avec des points. Il faut relier les points pour faire apparaître la forme. Donc là, je vous laisse deviner. Si vous arrivez à le faire, vous avez l'examen. Voilà. Alors, on va le faire dans une version un petit peu plus compliquée. Alors, ici, vous avez tous joué à ça. C'est très facile parce qu'on vous donne un ensemble de points. Donc, dans cet exposé, on va faire assez simple. Il faut imaginer nos données, ça va être des points, des ensembles de points dans un espace euclidien, dans Rn. On ne va pas aller chercher des choses très compliquées. Et puis, ce qu'on veut, c'est essayer de voir si ce nuage de points, cet ensemble de points, a une structure un petit peu topologique ou géométrique. Donc c'est pour ça que je vais montrer l'exemple du petit jeu au-dessus, parce que voilà, c'est un jeu, on prend un dessin, on discrétise finalement une courbe, qui est le contour du dessin, on met des points à la place. Quand vous êtes petit, on vous donne les numéros, donc il suffit de suivre les numéros, de relier. Vous reliez ça correctement, et si vous ne vous trompez pas, à la fin, vous obtenez la forme que vous étiez censé trouver. Donc ça, c'est très facile si on vous donne l'ordre sur les points. Maintenant, si je vous faisais jouer au même jeu en enlevant les numéros pour les points, ici, ce sera encore, j'imagine, vous y arriveriez, mais il pourrait y avoir des ambiguïtés. Vous voyez, là, au niveau où la queue du dinosaure remonte vers le corps, on ne sait pas forcément très bien quel point on va connecter à quel point. C'est-à-dire, si vous dites je connecte chaque point sur un point plus proche, vous risquez de voir globalement le dinosaure, mais peut-être pas très joli, et de faire quelques petites erreurs. Alors ça, c'est gentil. Et puis après, on peut passer à des choses beaucoup moins gentilles et plus compliquées. Si vous regardez la petite figure en haut à gauche, ça, c'est à nouveau, c'est un ensemble de points. Alors, c'est une projection 2D d'un ensemble de points en 3D. Et là, si je vous demande de relier les points pour retrouver l'objet que j'ai discrétisé, le problème commence à devenir un petit peu plus compliqué, vous voyez, c'est moins clair. Alors pour la petite histoire, ça c'est un nuage de points qui résulte d'un scanner où on a scanné une pièce mécanique. Je crois que c'est une pièce d'un moteur. Et vous voyez, vous récupérez un paquet de points comme ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est que ça vous arrive, c'est un ensemble de points, donc c'est un ensemble fini de points. Vous avez les coordonnées x, y, z dans un repère. Et puis, en tant que tel, ça n'a pas de géométrie, pas de topologie, c'est un ensemble fini de points. Ça n'a pas être quelque chose de très riche. Par contre, ce qu'on sait ici, c'est que ça a été échantillonné sur la surface d'un objet physique, réel. Et des questions qu'on peut se poser assez naturellement, c'est comment, si on me donne juste ce nuage de points, je fais pour essayer de retrouver la structure topologique ou géométrique qui est sous-jacente à ce nuage de points. D'accord? Donc ici, une surface, la surface de l'objet réel. Est-ce que je suis capable de reconstruire un objet géométrique, une surface, qui va avoir exactement la même topologie, qui va être proche en un certain sens, peut-être qu'il y aura des normales ou des espaces tangents qui seront proches de ceux de l'objet sous-jacent, etc. Donc, quand on fait de l'analyse topologique des données, finalement, c'est à ce genre de questions-là qu'on veut répondre. Et on veut le faire de manière rigoureuse, c'est-à-dire pas juste à essayer à la main de connecter les points, mais on va avoir des théorèmes, des méthodes et des théorèmes qui nous disent si mon objet est suffisamment bien échantillonné, alors je vais être capable, en faisant ceci ou cela, de retrouver la géométrie de l'objet sous-jacent ou sa topologie. Parfois, on n'arrive pas à reconstruire une représentation fidèle de la géométrie sous-jacente et on se contente, on est un petit peu moins gourmand, on va le voir tout à l'heure, d'attraper des invariants topologiques de l'objet sous-jacent. Donc ça, c'est un premier exemple qui intéresse les gens depuis longtemps en analyse topologique des données, qui est aussi connu sous le terme de reconstruction de surface. C'est un nuage de points en 3D échantillonné sur un objet physique. Un autre exemple de données dans lesquelles on peut essayer de vouloir avoir de l'information de nature géométrique ou topologique, c'est si vous regardez maintenant l'image du milieu, là, celle qui est violette et jaune. Ça, c'est une coupe d'une image 3D d'un matériau poreux, d'une roche poreuse. Et si vous voulez, en gros, en violet, vous avez... Donc, elle est pixelisée, cette image. Et un pixel est violet s'il correspond à un endroit où il y a de la roche. Et puis il est jaune s'il correspond à un endroit où on est dans le vide, où il n'y a rien, où il n'y a pas de roche. Donc là, ça vient d'applications
dans le milieu pétrolier, c'est des roches poreuses qui contiennent du pétrole. Et si vous voulez, le pétrole, en général, il est dans la partie creuse. Et ce que les gens cherchent à savoir, c'est essayer d'avoir des propriétés, savoir est-ce qu'il est difficile d'extraire ou pas le pétrole de ce type de roche. Et ça, on peut assez naturellement ou assez simplement se convaincre que la géométrie des pores là, de ces roches-là, va avoir quelque chose à voir avec la facilité ou la difficulté à extraire ce qu'il y a dans la partie poreuse. Ok ? Et là, c'est un problème qui est un petit peu moins clair que le précédent parce que, évidemment, vous n'avez jamais un modèle exact de ce que c'est que les parties poreuses, etc. Vous voyez que c'est quelque chose qui porte de la géométrie, de la topologie. Mais là, on peut se dire, si je voulais, d'une certaine manière, qualifier le type de pore ou la structure poreuse de la roche, c'est une géométrie très compliquée. Ça n'a pas forcément de l'intérêt d'essayer de reconstruire complètement une surface qui va délimiter la partie rocheuse de la partie poreuse. Il faut peut-être mieux essayer là de récupérer des invariants topologiques ou des invariants géométriques qui vont qui vont résumer un petit peu cette structure poreuse. D'accord ? Donc voilà, c'est un autre exemple. Et puis un dernier petit exemple pour motiver un petit peu cette idée de vouloir faire de la topologie avec les données. C'est un exemple qui, a priori, est moins géométrique. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est que donc vous avez deux petites images. La plus à gauche, c'est, vous voyez, en fait, trois courbes. C'est des séries temporelles. Et en fait, c'est séries temporelles issues de capteurs. Donc ça vient de capteurs inertiels. Donc c'est des capteurs, comme vous avez dans votre smartphone, qui mesurent l'accélération à chaque instant. Et donc là, le capteur, il a son propre système de coordonnées, x, y, z. Et là, sont dessinés ici, pendant un intervalle de temps de quelques millisecondes, la composante de l'accélération en x, la composante de l'accélération en y et la composante de l'accélération en z du capteur. D'accord ? Donc ça, c'est une série temporelle multivariée. Et ce qu'on s'est amusé à faire à côté, c'est de dire, cette série temporelle, on peut aussi la voir, finalement, elle a trois coordonnées comme un nuage de points en 3D. À chaque mesure, vous mesurez les trois coordonnées et vous obtenez cette figure un petit peu à droite. Et la question de se dire, qu'on peut se poser, c'est de dire, est-ce que quand on voit la tête de ce nuage de points, la structure, est-ce qu'on sait dire des choses intéressantes qui vont nous donner des informations sur ce qu'est en train de faire le capteur ou ce qu'est en train de faire la personne qui porte le capteur. Donc ici, j'en reparlerai un petit peu à la fin, c'est un capteur, ça, il était placé sur une personne qui est malade, qui a une maladie du style Parkinson ou quelque chose comme ça, ou myopathie, qui a des problèmes de mouvement. Et on peut se dire, les accélérations du capteur qui est porté par personne malade, suivant ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, vont peut-être avoir une structure géométrique qui va varier. Et peut-être qu'on peut lire des choses intéressantes dans cette structure géométrique et topologique. Donc, pour résumer, l'analyse topologique des données, c'est s'intéresser un petit peu à toutes ces questions-là. D'un point de vue, essayer de trouver des solutions pour caractériser des grandeurs topologiques ou géométriques associées à des données qui sont souvent discrètes. Et puis, surtout, le faire d'une matière rigoureuse mathématiquement. Donc, le but un petit peu... Ouais. Alors, on peut faire des tas de choses là. Tu peux garder la numérotation des points. La façon la plus naïve, là, c'est comme je l'ai dessiné, tu oublies. Donc tu perds beaucoup d'informations, mais des fois, c'est pas idiot de perdre beaucoup d'informations ou de résumer très fortement le truc. Après, ce qu'on peut aussi faire, c'est que tu pourrais aussi garder des séquences de points, de 5 ou 6 points, et regarder un nuage de points non pas en dimension 3, mais en 5 ou 6 fois 3. Donc là, il y a des tas de techniques pour transformer des séries temporelles. Même une série temporelle univariée, tu peux en faire un nuage de points en dimension n, en baladant une fenêtre glissante sur la série temporelle et en faisant un truc comme ça. Donc là, et après, il y a des tas de recettes plus ou moins rigoureuses, mais tu peux faire des choses comme ça. Mais effectivement, c'est une partie du problème quand on va vraiment vers les problèmes concrets qui n'est pas évidente. Ici, on va s'intéresser plutôt aux aspects un petit peu maths, à comment on peut finalement associer alors ici, on va s'intéresser à de la topologie, des grandeurs, des quantités de nature topologique à des données discrètes, comme ça. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on va le faire sans... je vais essayer de vous montrer qu'on peut le faire de manière rigoureuse, mathématiquement rigoureuse, et que ça soulève aussi plein de questions de nature mathématique intéressantes qui touchent à des domaines assez variés. Ce n'est pas que de la topologie, en fait. Si on a le temps, je vous montrerai un petit peu.
comment les théories qu'on développe permettent aussi de regarder les choses d'un point de vue plus stat, etc. Donc voilà. Bon, ça, je vous l'ai dit. Et puis après, bon, bah, une fois qu'on a cette information topologique, on peut en faire ce qu'on veut. Ça peut aider à comprendre les phénomènes qu'ont générés les données. Ça peut servir à alimenter d'autres techniques en apprentissage statistique, enfin d'autres algorithmes ou d'autres méthodes en apprentissage statistique, pardon, etc. Voilà. Alors, la première question, quand on réfléchit un petit peu à ces questions de est-ce qu'on sait inférer de la géométrie ou de la topologie à partir de données discrètes, pourquoi c'est un problème qui est plutôt difficile, qui n'est pas évident a priori. Un exemple qui est, comment dire, si vous regardez la figure du dessus, vous avez un nuage de points avec vos yeux d'étudiant. Vous regardez le nuage de points, vous allez assez vite me dire, voilà, ouais, ce nuage de points, il a été échantillonné au voisinage d'un cercle. Il y a un cercle, vous avez envie de dire, ces données, elles sont structurées autour d'un cercle, il y a un cycle dedans, il y a quelque chose comme ça. Donc ça, c'est assez facile. Après, si vous dites, si je devais demander à un ordinateur ou un algorithme de trouver cette réponse-là, qui est évidente ici pour vous, vous allez y réfléchir. C'est pas, si vous y réfléchissez un petit peu, c'est pas si évident que ça. On va voir tout à l'heure comment on peut faire. Et puis après, alors ça conduit à une première constatation qui fait que le problème n'est pas évident, c'est que finalement, quand vous récupérez des données, des points dans un ensemble fini de points dans un espace euclidien, c'est un ensemble fini, donc la topologie d'un ensemble fini, si on fait rien, c'est rien, quoi. C'est un ensemble fini. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, vous pouvez mettre autant de points que vous voulez, ça ne s'arrange pas. Donc, quand vous regardez vos données, vous n'avez pas un accès direct à la géométrie ou à la topologie. Il va falloir faire quelque chose pour la faire émerger. Il va falloir regarder les choses un peu globalement. Après, il y a un autre problème qui a des problèmes d'échelle. C'est-à-dire que si vous regardez toujours ce petit nuage de points là en haut qui a l'air échantillonné sur un cercle, si vous le regardez d'assez loin, effectivement, ça ressemble à un nuage de points échantillonné sur un cercle. Mais si vous regardez d'un petit peu plus près, vous voyez, par exemple, vers le haut, les points, ils ont l'air de tourner autour d'un espèce de petit trou. Alors, est-ce que ce petit trou, il est est-ce qu'il est significatif ou est-ce qu'il n'est pas significatif? Est-ce que je dois le considérer comme de l'information topologique ou pas? Donc, est-ce que l'objet sous-jacent, là, c'est vraiment un cercle ou est-ce que c'est un cercle et puis un petit trou au-dessus? Et puis, c'est pareil, si vous regardez un peu en haut à gauche là, du nuage de points, à droite, pardon, il y a une espèce de petite patte qui a l'air de sortir aussi de l'objet. Est-ce que c'est un truc significatif ou pas, etc. Donc ça vous dit que ce n'est pas complètement facile. Si en plus, vos données, elles sont un peu bruitées, elles ne sont pas exactement sur l'objet, ça rend la chose encore plus difficile. C'est-à-dire, est-ce que c'est du bruit, est-ce que c'est pas du bruit? Qu'est-ce que ça veut dire être du bruit d'un point de vue topologique? Et puis un autre exemple là, qui est marrant aussi, que j'aime bien, sur cet aspect, il n'y a pas forcément une topologie à toutes les échelles pour des données discrètes. Si vous regardez la figure maintenant en bas à droite, vous voyez, ça c'est un nuage de points. Alors si vous le regardez de très loin, vous dites c'est un nuage de points qui a l'air d'être échantillonné sur un tore. Mais si vous vous rapprochez, vous voyez que le type qui a échantillonné était un peu vicieux parce qu'en fait il ne l'a pas échantillonné sur un tore, il l'a échantillonné sur une courbe qui spirale de manière assez serrée sur le tore. Donc si vous regardez ça à une échelle assez fine et de près, vous allez voir cet objet, vous allez dire en fait c'est un objet qui est de dimension 1, c'est une courbe. Et puis si vous regardez là, elle est fermée, c'est un cercle et en fait ça a la topologie d'un cercle. Si vous éloignez un peu, que vous regardez ça à une échelle un peu plus grossière, ça a la tête d'un tore. Maintenant, si vous n'avez pas fait d'hypothèse, de modèle ou de choses comme ça sous-jacentes, vous n'avez pas de plus de raison de dire que c'est un tore qu'une courbe. Donc là, on voit qu'il arrive un problème quand on fait de l'inférence géométrique, c'est qu'il y a des phénomènes d'échelle qui fait qu'il n'y a pas forcément une seule bonne réponse à la question quelle est la géométrie ou quelle est la topologie sous-jacente à des données discrètes ou à une discrétisation. Ok? Ça va pour les problèmes? C'est à peu près clair? Alors, heureusement, ça, il y a des tas de questions comme ça qu'on peut se poser. Heureusement, on sait répondre un petit peu à ces questions-là. Et je vais vous parler d'une façon d'aborder ce genre de problème, d'essayer de répondre à ces problèmes-là que je viens d'évoquer.
et j'ai choisi celle-ci. Alors, il existe des tas de techniques maintenant en analyse topologique des données. Celle-ci est intéressante parce qu'elle a donné lieu au développement d'une théorie qui s'appelle l'homologie persistante, qui est assez jolie, théorie mathématique assez jolie, qui se développe dans des directions assez variées. Donc, pour venir à ça, comment on fait classiquement quand on fait l'analyse topologique de données pour essayer d'inférer des quantités d'informations de nature topologique à partir de données. Donc, là, ce que je vous présente, c'est une espèce de pipeline qui est assez standard. C'est vous partez de vos données, donc typiquement un nuage de points, c'est un truc discret. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas de structure géométrique ou topologie en tant que telle. Donc ce qu'on fait, c'est que la première étape, c'est qu'on essaye de construire un objet continu, parce que les invariants topologiques, c'est plutôt associé à des objets continus, dont on espère qu'il va refléter la structure globale sous-jacente à ces données. Donc typiquement, si vous vous intéressez qu'à des problèmes de connexité des sous-jacents, vous pouvez dire je vais connecter par exemple chaque point de mon nuage de points à ses k plus proches voisins, ou je vais connecter tous les points qui sont à une distance plus petite qu'un certain seuil de ses voisins, et puis comme ça vous construisez un graphe. Quand vous construisez un graphe, vous commencez à construire un objet continu sur vos données qui va vous dire des choses sur j'ai envie de dire la structure globale de vos données. C'est-à-dire si votre graphe il a une seule composante connexe ou deux composantes connexes ou trois composantes connexes, ça va vous donner une idée sur le nombre de composantes connexes que vous pourriez associer naturellement à votre distribution de données, à votre jeu de données. Okay, alors on le fait. Alors si on met que des arêtes et qu'on connecte qu'avec des arêtes, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique un graphe et ça donne de l'information que en dimension 0 sur la connexité. Ça vous donne rien d'autre. Donc on joue à ce jeu-là, donc on fait des graphes de voisinage, mais on joue à ce jeu-là en allant en dimension plus grande, c'est-à-dire qu'on s'autorise aussi à rajouter des triangles. Quand vous avez les trois arêtes d'un triangle, ben vous pouvez aussi décider de mettre le triangle. Et puis là, vous allez commencer à mettre des morceaux de dimension 2. Vous pouvez aussi rajouter des tétraèdres. Vous allez mettre des morceaux de dimension 3, etc. Et du coup, vous construisez un objet, un espace topologique de la dimension que vous voulez, suivant jusqu'où vous allez. Et puis, vous pouvez regarder la topologie de cet objet-là. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième, je vous ai dit, il y a ce problème d'échelle dont on a parlé tout à l'heure, qui fait que si vous jouez à ce jeu-là, vous allez vous poser immédiatement une question qui va être de dire, maintenant, je fais un graphe de voisinage, je connecte les points qui sont à distance plus petite que temps, comment je choisis le temps ? Et puis vous allez vite vous apercevoir en faisant des petits exemples que le choix du seuil, le seuil que vous choisissez pour décider de connecter ou pas connecter, ou décider que des points sont proches ou pas, vont être connectés, a un effet, c'est extrêmement instable. L'effet sur la topologie globale de l'objet est extrêmement instable. Vous pouvez déconnecter des choses juste en changeant un tout petit peu un seuil, ou les connecter, ou créer des tas de choses bizarres. Donc, assez vite, on se convainc que ce n'est pas une bonne idée de dire je vais choisir un seuil, et puis je vais connecter tous les points qui sont à une distance plus petite que ce seuil-là, et puis je vais regarder l'objet, l'espace topologique que j'obtiens, et puis je vais regarder, dire les invariants topologiques de cet espace-là, c'est ça qui reflète la structure sous-jacente à mes données. Si vous faites ça, c'est pas bon, et c'est très instable. Donc l'idée, qui est l'idée de l'homologie persistante, qui est une idée très intéressante, c'est de dire plutôt que de choisir ce seuil, on va faire cette construction-là à toutes les échelles. C'est-à-dire je prends tous les seuils possibles, et puis en fait, plus vous grossissez le seuil, plus vous allez connecter des points entre eux, plus vous allez faire grossir une espèce de structure, et au lieu de regarder à un niveau donné la topologie de ce truc-là, vous allez regarder plutôt comment évolue la topologie à travers les échelles. Et ce que fait l'homologie persistante, on va y venir, elle encode en fait l'évolution de cette topologie-là. Je parle un peu dans le vague là, parce que je ne vais pas vous donner trop de définitions. Par topologie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'homologie. Donc on ne s'intéresse pas à la topologie, on ne regarde pas les choses à homéomorphisme près, on regarde juste les nombres de Betti, l'homologie de ces choses-là. Si vous en avez pas entendu, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, je vais le faire avec les mains après dans 5 minutes. Vous pouvez penser connexité. On peut regarder l'évolution de la connexité de cet objet-là. Comment les composantes connexes se créent, se collent entre eux, se fusionnent, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de regarder ce qui se passe à chaque échelle, on regarde l'évolution globale de ce truc-là. Et ça, ce qui est remarquable, on le verra tout à l'heure, enfin on le dira, mais on ne va pas le prouver, c'est des résultats
un peu subtil, c'est que ça, cette information-là, elle devient robuste, elle est stable. C'est quelque chose qui est difficile à perturber. Donc, et elle s'encode sous la forme du petit diagramme, là, le petit ensemble de points que vous voyez en haut à droite, qui s'appelle un diagramme de persistance. Je reviendrai là-dessus. Et après, une fois qu'on a ça, il y a un dernier aspect dont je parlerai très peu, je vous parlerai très peu, mais qui est un aspect qui connaît pas mal de, il y a pas mal de gens qui travaillent dessus en ce moment. C'est que si vous avez déjà fait un petit peu d'apprentissage statistique ou des choses comme ça, souvent quand vous nourrissez vos algorithmes d'apprentissage statistique, ils ont besoin d'être nourris avec des vecteurs. Vous avez besoin d'avoir vectorisé, c'est des vecteurs. Ça, c'est un ensemble de points dans le plan, l'information topologique. Donc, par nature, c'est pas du tout, ça ne vit pas du tout dans un espace linéaire. Donc il y a des problèmes assez subtils qui se posent de savoir comment on fait pour transformer cette information-là, pour la linéariser d'une certaine manière, de façon intelligente, pour qu'elle puisse ensuite alimenter d'autres algorithmes ou d'autres méthodes. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu d'homologie persistante. Donc l'homologie persistante, juste pour... c'est quelque chose en analyse topologique des données qui s'est développé, on va dire, au début des années 2000. Il y a eu quelques papiers fondateurs, les gens ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des choses à faire, que c'était intéressant. Ils ont pensé un petit peu qu'ils avaient découvert un truc nouveau. Si on regarde un petit peu dans l'histoire, même récente des mathématiques, il y avait déjà des idées, voire des choses assez élaborées, qui ne s'appelaient pas homologie persistante, mais qui étaient en fait déjà de l'homologie persistante dans certains contextes. Il y a eu, en particulier au début des années 90, il y a eu des travaux de gens en Italie qui ont regardé ça dans un contexte d'analyse d'image, qui regardaient l'homologie persistante restreinte à l'homologie en dimension 0. Ils avaient appelé ça la size theory. Et puis, il y a un papier aussi qui est assez peu connu d'un collègue parisien qui s'appelle Baranikov, où il avait fait en fait toute une partie de l'homologie persistante, mais plutôt pour des fonctions de Morse et des choses comme ça. Voilà, c'est juste pour vous donner une histoire. Après, c'est des papiers fondateurs d'un informaticien théoricien et d'un mathématicien qui s'appelle Edelsbrunner et Carlson, qui ont un petit peu lancé le sujet et qui fait qu'il s'est développé. Et depuis, il y a eu beaucoup de développement sur des aspects à la fois très algébriques, sur des aspects beaucoup plus appliqués, algorithmiques, etc. C'est un sujet qui trouve des applications dans des domaines assez variés. Donc, qu'est-ce que c'est que l'homologie persistante? On va le faire, je ne vais pas vous donner une définition formelle, ça serait un petit peu long, il faudrait mettre les choses en place. Je vais plutôt essayer, l'idée c'est plutôt d'essayer de vous faire comprendre le truc. Donc on va le faire, alors tout à l'heure je vous ai parlé de faire grossir des complexes simpliciaux, etc. Je vais revenir ici même à une vision un petit peu même plus simple. Une idée là, vous voyez, je vais vous le faire avec les mains sur cet exemple-là. Supposez qu'on a ce jeu de données là, donc cet ensemble de points dans le plan. Vous voyez, manifestement, c'est des points qui ont l'air d'être échantillonnés autour d'un 8 à l'œil. Quelque chose qui ressemble à une forme de 8, ou à la topologie d'un 8. Donc, l'idée toute bête, c'est de dire, je fais grossir des boules autour de mes points. On est dans l'espace euclidien, un truc tout bête. Et puis, au fur et à mesure que je vais faire grossir mes boules, je vais regarder comment évolue la topologie de l'union de ces boules-là. Donc, au début, vous prenez les boules de rayon 0, vous avez tous vos points. Ce que vous avez, c'est juste, si vous avez n points, vous avez n composantes connexes. Vous avez un espace topologique avec n composantes connexes, il n'y a rien d'autre à en dire. Vous avez toute l'info. Quand je fais grossir mes boules un petit peu, il y a un moment où il y a des boules qui vont commencer. Alors, ce que je fais quand je fais de la persistance, c'est que j'enregistre cette information. Je dis, au tout début, là, ici, de mon processus de croissance de boules, j'ai n composantes connexes qui sont là, je les marque, et puis après, je vais regarder comment elles évoluent quand je fais grossir ces boules. Donc quand je fais grossir mes boules, il y a un moment où les boules vont commencer à se rentrer dedans, à se rencontrer, et du coup ça va me faire disparaître certaines composantes connexes, puisqu'elles vont être fusionnées. Quand vous avez deux boules, quand elles se touchent, vous avez deux composantes connexes, vous n'en avez plus qu'une. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure que je fais grossir mes boules, je vais enregistrer aussi quand il y a une composante connexe qui disparaît. C'est-à-dire s'il y a une boule qui est absorbée, qui rentre dans une autre, je vais dire, cette composante connexe qui était là au début, elle disparaît à ce moment-là. Il y a la mort d'une composante connexe. Et c'est la fin de la vie d'une composante connexe. Donc je représente ça sous forme de petits intervalles. Et au fur et à mesure que je fais grossir, je regarde un petit peu comment évolue la topologie. Donc on peut regarder la connexité. Je fais grossir là encore mes boules un petit peu. Ici, il y a à nouveau de moins en moins de composantes connexes, donc des composantes connexes qui ont disparu.
Si vous voulez, l'échelle ici, horizontale, sur le graphique à côté, c'est le rayon des boules. Et ce qui se passe quand j'arrive ici, là, au rayon où je suis, c'est qu'il se passe un autre événement topologique de dimension, cette fois-ci 1, c'est qu'il y a création, là, dans mon union de boules, d'un cycle. J'ai un trou, là, on est dans le plan, hein, il y a un trou. Alors, pour ceux qui connaissent ce que c'est que l'homologie, l'information de ce type-là, elle va être codée dans le premier groupe d'homologie, dans le H1. Okay, donc il y a création là, ici, d'un cycle dans le H1 qui n'est pas homologue à 0. Donc le H1, si vous voulez, vous avez une augmentation du premier nombre de Betti qui passe de 0 à 1 quand ce cycle est créé. Et donc ça, je l'enregistre la date de naissance de ce cycle-là dans le processus. Et puis après, je le suis, ce cycle, au fur et à mesure que je fais grossir mes boules, parce qu'il y a un moment où, à force de faire grossir mes boules, le trou que j'ai créé, il va se boucher. Ben, le moment où il s'est bouché, je dis c'est la fin de la vie de ce cycle-là dans ce processus qu'on appelle une filtration. Et je termine l'intervalle vert, là, au-dessus, le segment vert, je dis j'arrête là parce que c'est le moment où le cycle qui était dans le avant va devenir homologue à 0. Il bouge, il tourne plus. Voilà. Et entre-temps, d'ailleurs, il y a un deuxième cycle, vous voyez, qui n'était pas tout à fait créé tout à l'heure, qui est apparu et qui, lui, à ce niveau-là, n'est pas encore bouché. Tac. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Et si je continue à faire grossir, finalement, le deuxième cycle va mourir aussi, le deuxième trou va être bouché. Et à la fin des fins, mon truc, quand j'ai fait grossir suffisamment mes boules, ça ressemble à une grosse patate qui a la topologie, qui a le type d'homotopie d'un point, qui n'a pas plus de topologie qu'un point. Et donc tous mes cycles de dimension 1 sont morts. Dans cet exemple-là, alors vous pouvez imaginer en dimension plus grande, il peut y avoir des cycles en dimension 2, il peut y avoir du H2, du H3, du H4, etc. Donc du H2, ça serait une cavité qui se crée à l'intérieur de votre union de boules, qui à un moment va se boucher. Voilà, et donc qu'est-ce que j'obtiens à la fin de mon processus? J'obtiens comme ça une famille d'intervalles. Là, vous avez les rouges pour et chaque intervalle correspond à un événement topologique, homologique, qui est arrivé pendant la filtration. Le début d'intervalle, c'est le moment où cet élément dans l'homologie est apparu, dans la filtration, et la fin de l'intervalle, c'est le moment où il disparaît. Donc à la fin des fins, j'ai juste un intervalle rouge qui termine jamais, qui a une composante connexe qui était là au début et qui reste ad vitam aeternam. Pour tous les autres, ils sont morts en cours de route, ils ont disparu. Et donc chaque intervalle, vous pouvez dire, ça correspond à la durée de vie, à l'intervalle de vie d'un événement topologique dans cette filtration, dans ce processus de croissance d'un espace à partir de mes données. Okay, et ça, c'est ce qu'on appelle un code-barre de persistance. Alors ça, il y a des gens qui aiment bien représenter ça sous forme d'une famille d'intervalles. Chaque intervalle, c'est une information. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent représenter ça de manière complètement équivalente sous la forme de ce qu'on appelle un diagramme de persistance. Donc, quand vous avez un intervalle, vous pouvez toujours le représenter par un point dans R2 en disant c'est le point dont l'abscisse c'est le début de l'intervalle et dont l'ordonnée c'est la fin de l'intervalle. Donc, de manière parfaitement équivalente ici, vous pouvez, suivant vos goûts, représenter ça sous forme d'un code-barre ou sous forme d'un diagramme de persistance. Pour des raisons un petit peu, dont on ne va pas discuter là, moi je préfère la version diagramme de persistance, mais je pense que je n'aurai pas le temps d'en parler. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que finalement, intuitivement, plus un intervalle va être long, plus il va correspondre à un événement topologique dans votre filtration qui va être là pendant longtemps dans la filtration. Donc plus vous avez envie de dire, plus il est important et plus il y a des chances que ce truc-là corresponde à du signal dans vos données. Alors que si vous avez un intervalle qui est tout petit, qui apparaît à un moment et qui disparaît, ça veut dire que pendant un intervalle de temps très court dans la filtration, vous allez voir apparaître un cycle ou quelque chose comme ça, mais il va tout de suite mourir. Donc ça, il aura plus de chances de correspondre à du bruit. Donc, en regardant la longueur des intervalles ou de manière équivalente la distance à la diagonale dans votre diagramme de persistance, ça vous permet de hiérarchiser un petit peu, au moins intuitivement, l'importance des détails topologiques que vous voyez dans vos données. Les choses qui sont près de la diagonale correspondent à des choses qui apparaissent et disparaissent très vite, qui ont plus de chances d'être de bruit, que les choses qui sont très loin de la diagonale,
qui, elles, apparaissent à un certain moment et restent pendant longtemps. Et on verra tout à l'heure, je vous donnerai des théorèmes de stabilité de la persistance qui diront exactement ça. Ils diront c'est beaucoup plus difficile de faire disparaître un détail ou une information topologique qui correspond à un grand intervalle que quelque chose qui est très près de la diagonale ou qui correspond à un petit intervalle. Voilà. Si vous avez compris l'idée, grosso modo, vous avez déjà une bonne idée de ce qu'est la persistance. Alors, juste un mot, c'est que ça, je vous l'ai fait un petit peu sur un exemple avec les mains. Ça se fait de manière très propre d'un point de vue maths. Algébrique, c'est pas complètement évident, ne serait-ce que parce que ici, je vous ai fait un exemple. La connexité, c'est facile de la suivre géométriquement. Voir la naissance des cycles, la mort des cycles, etc., c'est quelque chose où vous avez besoin là de toute la machinerie algébrique que vous apporte la théorie, l'homologie, enfin ici c'est de l'homologie singulière ou de l'homologie simpliciale, mais là vous avez besoin d'une machinerie algébrique pour faire ça de manière correcte. C'est-à-dire la naissance d'un cycle, vous n'avez pas un unique cycle qui apparaît, vous avez une classe d'homologie qui apparaît, et puis au moment où il y en a une qui disparaît, c'est-à-dire au moment où un nombre de Betty ou un rang de groupe d'homologie chute, il faut savoir avoir une règle propre qui vous dit quel élément qui a été créé avant est détruit à ce moment-là. Et ça, c'est un petit peu subtil. Il faut réfléchir un petit peu avant d'arriver à le faire proprement. Ça demande un tout petit peu de travail. Alors, après, je présente un peu les choses à l'envers. Donc là, je l'ai fait en regardant la croissance de l'union des boules. En pratique, les gens, si vous voulez écrire des algorithmes ou calculer ces choses-là avec des vraies données, vous ne savez pas manipuler des unions de boules avec un ordinateur ou des algorithmes. Donc ce qu'on fait, c'est que les espaces qu'on construit, ces espaces en fait qui sont à la fois des espaces topologiques et des objets combinatoires, qui sont les complexes simpliciaux. Donc je ne sais pas si vous avez tous déjà vu ce que c'était que les complexes simpliciaux. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, si vous voulez, c'est la généralisation des graphes en dimension plus grande. Donc je vais très vite vous dire ce que c'est. Donc un simplex, c'est une enveloppe convexe. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un simplex? Un simplex, c'est un simplex de dimension k, c'est une enveloppe convexe de k plus un point qui sont affinement indépendants dans un espace euclidien. Donc un simplex de dimension 0, c'est un sommet. Un simplex de dimension 1, c'est une arête. Un simplex de dimension 2, c'est un triangle. De dimension 3, un tétraèdre, etc. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un simplex. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un complexe simplicial? Alors, un complexe simplicial, je vais définir ça dans le cas de complexes simpliciaux finis. Alors, pour commencer, un complexe simplicial dans RD, c'est juste une collection de simplexes, comme on vient de dire, qui se recollent bien entre eux. Donc, se recollent bien entre eux, alors, qui ont une propriété déjà que chaque fois que vous mettez un simplex, chacune de ses faces, donc les faces d'un simplex, c'est les simplexes engendrés par les sous-ensembles des sommets, d'accord, les enveloppes convexes des sous-ensembles des sommets. Donc les faces d'un triangle, c'est ces trois arêtes et ces trois sommets. Donc vous demandez que dans votre collection, chaque fois que vous mettez un simplex, vous mettez aussi toutes ces faces. Et puis après, vous demandez que quand vous regardez comment s'intersectent deux simplexes, soit ils ne s'intersectent pas, soit s'ils s'intersectent, ils doivent s'intersecter le long d'une face commune. Vous n'avez pas le droit de faire ce qui est à droite là, dans le dessin, c'est-à-dire de connecter une arête au milieu d'une autre arête, ou de connecter deux triangles qui ne sont pas bien en face l'un de l'autre. D'accord? Donc vous faites des trucs propres, jolis, quoi. Ok? Donc ça, quand vous regardez cette collection-là, c'est ce qu'on appelait un complexe simplicial, géométrique, parce qu'on le voit là comme un sous-ensemble de RD, et puis il a un espace sous-jacent qui est juste, si vous prenez la réunion de tous ces simplexes-là, c'est un sous-espace de RD, il a une topologie. Alors quand vous y réfléchissez un petit peu, cet objet-là, il a une topologie, mais finalement, si je vous donnais la position de tous les sommets et la liste des simplexes, eh ben, vous sauriez le reconstruire, ce truc-là. Vous avez toute l'information pour l'avoir. Donc, d'une certaine manière, une fois que vous avez les sommets, vous pouvez le décrire de manière complètement combinatoire, votre objet. Puisque vous dites, si je vous donnez la liste des faces, et puis après, vous coloriez l'enveloppe convexe de ce truc-là, et vous... Donc ça amène à définir aussi des complexes simpliciaux de forme, sous la forme abstraite, ce qu'on appelle un complexe simplicial abstrait, qui est juste là, on garde que la partie combinatoire du truc, a priori, qui est de dire, vous donnez un ensemble fini, enfin vous donnez un ensemble ici fini, pour pas se compliquer la vie, et vous dites qu'un ensemble, un complexe simplicial abstrait, qui a comme ensemble de sommets cet ensemble fini P, c'est juste
une famille de sous-ensembles finis de cet ensemble fini qui vérifie deux propriétés. La première, c'est que tous les points de P soient dedans. C'est-à-dire, ça va être les sommets, ils vont jouer le rôle des sommets. Et puis après, vous dites, chaque fois que vous avez un sous-ensemble de P qui est dans cette collection, tous ces sous-ensembles, qui vont être ces faces en fait, vont être dedans. D'accord? Donc si vous réfléchissez à cette définition-là, la définition que je vous ai donnée précédemment, si vous prenez comme ensemble des sommets les zéros simplex de votre complexe géométrique, la liste des simplexes, ça vous donne un complexe abstrait. C'est-à-dire, ça c'est la version, le complexe simplicial où vous avez oublié la position des sommets, l'information de nature géométrique, il faut regarder que la partie combinatoire. Ça va? Et alors, ce qui est intéressant quand vous faites ça, c'est que quand vous donnez un complexe simplicial abstrait fini, vous pouvez toujours le réaliser comme vous pouvez toujours en trouver le réaliser dans un espace euclidien comme la partie combinatoire d'un complexe simplicial géométrique. Et la façon de faire, c'est que si vous avez n points dans P, la P1, Pn, vous vous mettez dans Rn, vous prenez n vecteurs de base de Rn, et vous faites la réalisation géométrique comme finalement un sous-complexe du simplex maximal que vous pouvez mettre dans Rn. C'est-à-dire que vous dites que les vecteurs EI0, EIK vont engendrer un simplex dans votre réalisation géométrique si et seulement si les points PI0 jusqu'à PIK correspondants sont eux-mêmes dans le complexe abstrait. Et ça vous fait un complexe géométrique, première définition, dont la partie combinatoire abstraite, la partie est exactement ce dont vous êtes parti. D'accord? Ça c'est évident. Et du coup, ça vous permet, à partir d'un complexe abstrait, d'avoir une réalisation géométrique, un espace topologique associé. Alors, un petit truc qui n'est pas tout à fait évident, mais qui est un truc très classique, c'est qu'en fait, si vous avez maintenant deux complexes géométriques, donc première définition, qui ont la propriété qu'ils ont la même description combinatoire. Les mêmes, vu comme complexe abstrait, c'est les mêmes. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils vont être homéomorphes. Donc, je vous dis ça parce que ça veut dire qu'en fait, quand vous donnez un complexe abstrait, je vous ai donné là une façon de le réaliser comme un sous-espace d'un espace euclidien, donc comme un objet, un espace topologique. Mais cette façon de faire, elle est canonique. C'est-à-dire si vous le faites autrement, que vous changez la base de Rn, ou vous construisez de n'importe quelle autre façon qui vous donnera la même combinatoire, vous aurez le même espace topologique à homéomorphisme près. Alors c'est une idée importante, je passe 2-3 minutes dessus parce que c'est un endroit là où vous avez un pont intéressant entre de la topologie, de la géométrie, qui sont plutôt des choses associées à des objets continus qu'on ne sait pas forcément encoder dans un ordinateur ou dans un algorithme, et puis des choses qui sont purement combinatoires. Là, la description de complexes simpliciaux, vous donnez la liste des sommets, la liste des simplexes, et ça se encode de manière finie. Vous savez exactement quelle taille il vous faut pour le coder, etc. Et ça se manipule. D'accord? Donc ça permet après de faire des algorithmes, etc. Donc du coup, quand on fait de la persistance, en pratique, en général, on ne regarde pas des unions de boules directement. Au lieu de faire croître des boules, on fait plutôt croître des familles de complexes simpliciaux. Et un exemple que je vais garder là pour la suite et la fin de l'exposé, c'est l'exemple du complexe et de la filtration de Vietoris-Rips, qui est défini de la manière suivante. Quand vous avez votre ensemble de n points, vous partez d'un ensemble de n points dans un espace métrique ou dans RD. Et puis, vous allez construire, pour chaque valeur réelle A, vous allez construire un complexe simplicial abstrait de la manière suivante. Vous allez dire que les sommets x0, x1 jusqu'à xk engendrent un simplex dans le complexe de Rips de paramètre A, si et seulement si le diamètre de cet ensemble de points est plus petit que A, et O plus A. C'est-à-dire si les distances entre toutes les paires de sommets est majorée par A. D'accord? Donc ça, vous le faites pour une valeur de A donnée. Alors pour les négatifs, c'est pas compliqué, mais pour A positif, ça vous fait. Et puis quand vous faites grandir A, évidemment, vous rajoutez de plus en plus de simplex dans votre complexe simplicial, et vous construisez une famille croissante de complexes simpliciaux qu'on appelle une filtration de votre nuage de points d'où vous êtes parti.
Et après, et vous pouvez faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'union des boules, c'est-à-dire vous pouvez regarder comment grossit cette famille de complexes simpliciaux, comment évolue l'homologie, le nombre de composantes connexes, les cycles, etc. Et vous l'encodez dans un diagramme de persistance. Alors faites attention à une petite chose, c'est pareil si vous n'avez jamais vu. Si vous partez de points qui sont dans RD, ça ne veut pas dire que votre complexe de Vietoris-Rips est de dimension au plus D. C'est une construction d'un complexe abstrait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des simplexes de dimension beaucoup plus grande que D dans votre filtration. Et en fait, vous en avez jusqu'à la dimension, le nombre de points moins 1. Alors, voilà. Donc ça, c'était pour un petit aparté, toujours pour dire comment on peut faire de la persistance en pratique, parce que là, du coup, les complexes simpliciaux, on peut écrire des algorithmes qui vont calculer la persistance quand on a une filtration. Alors, je vais revenir à l'autre chose que j'ai évoquée, c'est les propriétés de stabilité de ces diagrammes de persistance qu'on obtient. Alors, pour parler de stabilité, il faut savoir dire quand deux diagrammes de persistance sont proches. Donc, donc un diagramme de persistance, je vous ai dit, c'est une famille, on va dire elle est finie pour ne pas se compliquer la vie aussi, là, d'intervalles ou un ensemble fini de points dans le plan, où chaque point représente dont les coordonnées représentent les extrémités d'un intervalle. Donc, ce qu'on fait quand on veut comparer deux diagrammes de persistance, on essaye de mettre, on met une métrique sur cet espace-là, qu'on appelle la métrique bottleneck, qui est une métrique de type norme sup ou L infini, au sens où ce qu'on fait, c'est qu'on regarde tous les appariements possibles entre les points des deux diagrammes. Donc, idéalement, s'ils avaient les mêmes nombres de points, on pourrait regarder les bijections et puis essayer de minimiser, de trouver la bijection qui apparaît, où la plus grande distance d'appariement est minimale. Alors ici, en général, les diagrammes, ils n'ont pas du tout le même nombre de points. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'autorise à apparier des points avec des points de la diagonale. Puisque l'idée, c'est que plus on est proche de la diagonale, moins le point correspond à un événement topologique important. On se dit des fois, c'est mieux finalement d'apparier un point à la diagonale, c'est-à-dire de le faire disparaître, plutôt que d'essayer d'apparier à un point qui est très loin dans l'autre diagramme. Ok ? Donc si vous voulez écrire proprement, on peut définir ce que c'est qu'un matching entre deux diagrammes. Si vous prenez le premier diagramme, vous rajoutez la diagonale dans R2, le deuxième diagramme, vous rajoutez la diagonale, vous faites le produit cartésien. Un matching, c'est un sous-ensemble de ce truc-là qui a la propriété que chaque point du premier diagramme moins la diagonale apparaît exactement une fois et chaque point du deuxième diagramme moins la diagonale apparaît exactement une fois. Ce qu'on appelle un matching. Et puis après, vous définissez la distance bottleneck comme celle qui minimise le plus grand appariement entre deux points de chacun des deux diagrammes parmi tous les matchings possibles. C'est quelque chose qu'on sait calculer hein, c'est des techniques d'algo sur les graphes. C'est pas très compliqué. Par contre, ce qui est important, c'est de voir que c'est une distance de type un peu norme sup ou à l'infini, au sens où la distance entre les diagrammes, vous allez payer vraiment par, d'une certaine manière, les deux points les plus éloignés du diagramme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux diagrammes qui ont 150 000 points, 149 999 points très proches les uns des autres. Il suffit qu'il y en ait un dans l'un et l'autre dans l'autre qui sont très éloignés pour que vous ayez une distance énorme entre deux diagrammes. Donc ce n'est pas une distance qui est toujours très satisfaisante pour certaines choses, mais en tout cas, elle a quelque chose de très satisfaisant et elle est très naturelle pour montrer des propriétés de stabilité des diagrammes de persistance. Alors ce que je vous montre ici, là, écrit sous forme d'une formule, c'est un théorème qui est en fait un cas particulier d'un théorème beaucoup plus général qui s'appelle le théorème de stabilité de la persistance et qui dit moralement, si vous avez des ensembles de données qui sont proches les uns des autres, ils vont avoir des diagrammes qui sont proches pour cette distance bottleneck. Alors ici, je l'ai mis pour le cas des filtrations de Rips-Vietoris, l'exemple que je vous ai présenté là juste avant. Donc, ce truc-là, il dit, si vous partez de deux espaces métriques compacts, alors pensez deux nuages de points finis, vous faites les filtrations de Rips dont je vous ai parlé, vous calculez les diagrammes de persistance de ces deux filtrations, vous obtenez deux diagrammes, vous regardez la distance entre ces deux diagrammes, donc il vous encode un peu la topologie à plusieurs échelles de ces nuages de points. Elle est toujours majorée par la distance entre vos deux espaces, vos deux nuages de points x et y. Alors, si ces deux nuages de points viennent du même espace, ça va être majoré par la distance de Hausdorff.
Donc ça, je pense que vous l'avez tous vu, la distance de Hausdorff. D'accord? C'est bon? Enfin, n'hésitez pas à le dire. Hein, donc, et s'ils ne viennent pas du même espace, c'est pas la distance de Hausdorff qui va jouer, mais la distance de Gromov à Hausdorff. Que vous avez Je crois que quand j'étais dans le couloir, j'entendais l'exposé juste avant. Vous avez entendu parler de distance de Gromov à Hausdorff. J'ai entendu le mot prononcé. Mais c'est la version, si vous avez des espaces métriques qui ne viennent pas du même endroit. Alors, si c'est des nuages de points, là, vous avez toutes les clés maintenant pour lire ce résultat. Si mais je l'ai écrit de manière plus générale avec des espaces métriques compacts, c'est-à-dire que c'est plus général que ça, c'est que vous pouvez partir d'espaces métriques compacts. Si vous regardez la définition de filtration de Rips et de complexes simpliciaux, alors la définition de complexes simpliciaux, on peut enlever abstrait, on peut enlever le fait que c'est fini, le nombre de sommets. Tout marche, on peut écrire la même définition. Il faut juste regarder uniquement des sous-ensembles finis de votre ensemble de sommets, d'une part. Et après, les filtrations, vous les pouvez définir aussi dans le cas non fini de Rips. Il n'y a pas de problème. Tout se fait très bien, sans aucun problème. Et alors là, il faut travailler, mais la théorie de la persistance, elle s'étend à des choses comme ça, construites sur des objets infinis. Par exemple, des filtrations construites sur des espaces compacts. Et ce résultat-là est vrai en toute généralité. Sur les espaces compacts, même pré-compacts, ça suffit. D'accord? Alors ça, c'est un théorème... alors je vous le dis, c'est un cas particulier d'un théorème plus général. C'est un théorème qui est intéressant parce que finalement, il vous dit vraiment, si vous avez des espaces qui sont proches d'un point de vue métrique de Hausdorff, ou des nuages de points qui sont proches d'un point de vue métrique de Hausdorff, l'information topologique que vous avez capturée dans les diagrammes de persistance, elles vont être proches les unes des autres. OK? Et donc ça, c'est résultat de stabilité. Et bon, je vous passe la distance de Hausdorff. Et pour vous montrer une façon d'utiliser ce genre de résultat, alors, autre remarque, c'est que vous pourriez vous demander, est-ce qu'il n'y aurait pas une inégalité dans l'autre sens? Parce que là, on sait que si deux espaces sont proches, alors ils ont des diagrammes de persistance proches. Est-ce que la réciproque, c'est vrai? Alors, si vous y réfléchissez 2 minutes, vous verrez que c'est totalement faux, la réciproque. Il n'y a pas aucun espoir d'avoir une inégalité dans l'autre sens. Donc, il faut vraiment voir, finalement, le diagramme de persistance, enfin, la paire diagramme de persistance, le diagramme de persistance d'une filtration donnée comme une sorte d'invariant de votre espace. Et puis au lieu de comparer vos espaces directement à travers la métrique de Hausdorff ou de Gromov-Hausdorff, qui est un truc qui est incalculable en pratique, vous dites, je vais utiliser des proxys, je vais regarder les diagrammes de persistance que je sais calculer, et puis je vais mesurer la distance entre les diagrammes. Et le seul truc que je peux dire, ce que me dit ce théorème-là, c'est que si jamais j'ai deux espaces qui ont des diagrammes éloignés, je sais qu'ils sont forcément loin l'un de l'autre dans la métrique Gromov-Hausdorff. Donc vous pouvez les tourner comme vous voulez, vous n'arriverez pas à les faire chevaucher sans que ça dépasse. D'accord? Et donc, en pratique, dans des problèmes, par exemple, ici, là, de classification de données, c'est comme ça qu'on utilise ce genre de résultat. C'est-à-dire, on regarde des objets qui sont trop compliqués à comparer directement. On les regarde à travers les diagrammes de persistance qu'on sait calculer, qui sont faciles à calculer. Et puis, on dit, si on a de la chance, cette distance, ces proxys sont suffisamment discriminants pour résoudre mon problème de classification. Donc ici, c'est un petit exemple que j'aime bien, qui est plus un jouet, mais on s'était amusé à l'époque où on avait fait ça. On avait regardé une base de données de forme 3D, donc c'est des surfaces. Il doit y avoir, qui sont classées en 6 classes. Donc il y a des chameaux, des dromadaires, une bosse, des chats, des éléphants, un visage, une tête et des chevaux, dans des positions différentes. Et l'idée, c'est de dire, on voudrait, est-ce qu'on est capable de retrouver les 6 classes si je vous donne ce paquet de données, ou si je donne ce paquet de données à un ordinateur? Ce n'est pas des images, hein, c'est des surfaces 3D. Elles sont triangulées, etc. Est-ce que je suis capable de faire un algorithme qui va classifier, qui va être capable de séparer en différents morceaux ces trucs-là? Alors, le premier truc, c'est qu'on dit déjà, c'est un exemple là qui est intéressant parce que c'est un exemple où la distance, ces surfaces, c'est des surfaces dans R3, mais la distance de Hausdorff ne va pas être bonne parce que vous voyez, le chat, il est dans des tas de positions différentes. Donc, entre le chat qui est assis et le chat qui est allongé, vous pouvez essayer en Hausdorff de le déplacer comme vous voulez par un mouvement rigide. Vous n'arriverez pas à les mettre proches les deux, alors qu'ils sont dans la même classe. Par contre, comme c'est des animaux ou des visages, on se dit c'est plus intéressant non pas de les regarder comme des
des sous-espaces de RD avec la métrique de RD restreinte à ces objets-là, mais plutôt de les regarder comme des surfaces avec leur métrique intrinsèque. Parce que typiquement, ce qui va se passer, c'est que si vous regardez la métrique intrinsèque géodésique sur ces surfaces-là, ben moi par exemple, si je prends mon bras, si je regarde la distance entre mon épaule et mon doigt, si je suis dans R3 et que je change de position et que je plie mon bras, cette distance-là va changer énormément alors que je suis toujours le même bonhomme. Par contre, si je regarde ma métrique géodésique, si je veux aller de mon épaule à l'extrémité de mon doigt à pied en me marchant dessus, que j'ai le bras tendu ou plié, je vais faire à peu près la même distance. Il va y avoir un peu de distorsion au niveau du coude, la métrique un peu distordue, mais là il y a des segments entiers où c'est parfaitement isométrique. D'accord ? Donc l'idée ici, c'est de dire, si je regarde ces objets comme des espaces topologiques compacts, munis de leur métrique intrinsèque, quand ils sont dans la même classe, ils vont être proches l'un de l'autre. Donc ils vont être proches en Gromov-Hausdorff. Donc on se dit, si j'arrive à calculer la distance de Gromov-Hausdorff entre toutes ces surfaces-là, je vais arriver à classifier ces trucs-là assez bien sans doute. Mais le problème, c'est que calculer la distance de Gromov-Hausdorff sur ces espaces métriques munis de leur métrique géodésique, c'est une tâche algorithmiquement quasiment impossible ou extrêmement difficile. Donc l'idée ici, c'est de dire, au lieu de les regarder comme ça, on va les regarder comme des espaces métriques munis de leur distance géodique, mais on va plutôt regarder une filtration de RIPS construite sur ces espaces-là, le diagramme de persistance associé, et puis après, dans l'espace des diagrammes de persistance, on va comparer ces objets-là. Et le théorème de stabilité me dira que si j'en ai deux qui ont des diagrammes de persistance assez différents, eh ben je sais que forcément, ils ne viendront pas de la même classe. Okay ? Et c'est ce qu'on a fait là. Et puis ce que vous voyez à droite, c'est le résultat alors où on a fait une projection en 2D de la métrique bottleneck sur les espaces de diagramme. Et chaque couleur correspond à une classe. Et vous voyez, en regardant ces objets-là à travers un prisme un peu topologique et des invariants topologiques donnés par la persistance, permettent de bien retrouver les 6 classes différentes. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire oui, mais il y a un ver qui est un chameau qui se balade au milieu des chevaux rouges. Et en fait, ce dont on a aperçu après avoir fait l'expérience, c'est que ce n'est pas la méthode qui a une petite faiblesse à un endroit, c'est que le type qui avait mis les labels s'était trompé dans l'étiquetage. Et que le ver est bien un cheval et pas un chameau. Ça va ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je pense qu'on va conclure. Ah, je l'ai éteint ? Ah, pardon. Alors, il y a des travaux où on utilise effectivement des idées comme ça pour faire de la classification d'objets 3D. En général, c'est jamais. Là, je donne un exemple, c'est assez naïf. Suivant les types d'objets, etc., on va essayer de faire sortir une structure qui n'est pas toujours la même. Mais effectivement, la persistance, elle est utilisée. Il y a plusieurs techniques effectivement pour essayer de faire de la classification d'objets, de certains types d'objets 3D. Mais c'est vraiment la démarche, hormis le fait qu'on regarde des trucs de nature topologique, c'est assez naturel. Hein. On a des objets qui sont assez complexes qu'on veut classifier. On essaye d'avoir des proxys ou des descripteurs. Alors, suivant la communauté d'où tu viens, si tu es plutôt géomètre ou topologue, tu vas dire des invariants. Si tu es plus, comment dire, data scientist, ou je ne sais pas comment on dit, tu vas dire c'est des features ou je ne sais pas quoi, topologique, mais c'est une démarche assez naturelle, et ça, effectivement, dans le truc des objets 3D, c'est assez naturel d'utiliser ça. D'autres questions ? Alors j'étais un peu bavard, j'ai pas eu le temps de vous raconter d'autres choses. Je vais juste peut-être vous dire un tout petit mot très rapidement, juste pour c'est un petit coup de pub parce que c'est quelque chose que je trouve très joli. C'est que ce théorème de stabilité, alors je vous ai montré une application, mais il y a des implications intéressantes, c'est-à-dire que pour répondre à des questions tout à fait naturelles, c'est de dire, ici là on a travaillé dans un cadre très déterministe, je vous ai dit, on a nos données, c'est un nuage de points, il est donné, et puis on bosse, on fait quelque chose. Et on peut maintenant se poser la question de dire, si je change un petit peu les règles du jeu, et que maintenant mon nuage de points,
c'est pas un truc déterministe qui est donné, il est aléatoire. Je reçois des paquets de points comme ça, générés par un truc aléatoire. Mes filtrations, c'est des objets déterministes sur un nuage de points aléatoire. Donc quand je calcule mes diagrammes de persistance là-dessus, mes diagrammes de persistance, ça devient des variables aléatoires. Mais alors des variables aléatoires pas super sympas, puisqu'elles vivent, elles sont à valeur dans l'espace des diagrammes de persistance, qui est un espace métrique qui est assez tordu. L'espace des diagrammes de persistance avec les distances bottleneck, c'est pas l'endroit où on a envie de passer ses vacances. Pas très linéaire. Donc, la question qu'on peut se faire, c'est qu'est-ce qu'on peut dire maintenant des propriétés statistiques de ce genre de variables aléatoires. Et alors, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Je dis très vite parce que j'ai promis de m'arrêter, de ne pas durer trop longtemps. C'est que, par exemple, un cas très simple, c'est vous supposez que vous tirez des points de manière IID dans un espace métrique quelconque, vous en tirez M, vous récupérez votre nuage de M points, qui est un nuage aléatoire, vous fabriquez votre filtration, votre diagramme, vous récupérez ce diagramme aléatoire, et puis vous posez la question, quand je fais grandir M, vers quoi converge ce diagramme aléatoire? Est-ce qu'il y a des propriétés de convergence? Est-ce qu'elles se convergent, etc. Et ici, ce qui permet de répondre très facilement à ce genre de questions-là, c'est le théorème de stabilité. Parce que le théorème de stabilité, il nous dit la distance entre deux diagrammes, elle est bornée par la distance entre les nuages de points, finalement. Donc, quand vous vous posez la question, par exemple, en disant... Alors, vous avez un candidat qui est l'objet limite, ce serait le diagramme. Si vous tirez tous les points, vous allez construire un diagramme sur le support de votre mesure, selon laquelle vous tirez. D'accord? Quand vous tirez de plus en plus de points, vous remplissez le support de la mesure. Et donc, du coup, le candidat à être l'objet limite, ça va être le diagramme construit sur le support de la mesure. Et maintenant, ce que vous dit le théorème de stabilité, vous dit quand je tire M point, la distance entre le diagramme construit sur le support de la mesure et la distance sur mon diagramme aléatoire, tiré sur M point tiré au hasard, c'est majoré par la distance de Hausdorff ou de Gromov-Hausdorff entre le support de la mesure et les M points que j'ai tirés. Donc si vous voulez savoir quelle est la probabilité que vous vous trompiez de epsilon sur le diagramme aléatoire par rapport à votre cible, elle est majorée par la probabilité que quand vous tirez M points suivant votre mesure, la distance de Hausdorff entre ces M points tirés et le support de la mesure soit plus grande qu'un seuil que vous êtes donné. D'accord? Et là, sans aucun effort, grâce au théorème de stabilité, la question de estimation du support d'une mesure, c'est un truc qui a été regardé, archi-regardé. Il y a des tas de résultats. Vous venez, vous ouvrez les papiers, les bouquins, vous branchez ça là, théorème de stabilité, et bam, vous avez des théorèmes de stabilité. Vous avez des inégalités de déviation pour les vitesses de convergence de diagrammes vers les diagrammes limites. Vous avez des propriétés minimax ou des choses comme ça. Vous savez comment ça se passe en espérance. Vous avez les vitesses de convergence. Vous avez tout ça pour zéro. Enfin, pour le prix de lire quelques papiers pour comprendre comment marche l'estimation de support. Mais il y a des gens qui l'ont fait. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Et puis vous prenez le théorème de stabilité, ça se branche. D'accord? Donc j'arrête là-dessus. C'est juste pour vous dire que toutes ces questions-là dont on a parlé dans un cadre très déterministe, on peut se les reposer, on peut y réfléchir dans des contextes très différents, contexte statistique. Il y a aussi des aspects très algébriques de la persistance dont je n'ai pas du tout parlé. Enfin bon, il y a de quoi s'amuser. Voilà, si vous avez des questions. Ah bah, oui, parce que le truc, c'est que comme on fait le complexe de Rips, la façon dont tu construis ta filtration, elle est très liée à la métrique. Puis tu dis, j'identifie des points quand ils sont à une distance plus petite que quelque chose. Donc effectivement, là, à part peut-être le visage où c'est pas une sphère, ça doit être un disque, enfin un anneau. Les autres, tu vois plus que c'est pas purement topologique, puisque ta filtration... Enfin, dans ce truc-là, si tu veux, tu as une liberté dans le choix des filtrations aussi. J'ai pris un exemple de filtration qui est très simple, RIPS. Donc, tu peux jouer sur la filtration, etc. Donc, dans ta filtration, là, tu as caché de la métrique. Et c'est ça, finalement, que le truc va attraper. Oui? Comment est-ce que vous avez construit le diagramme en haut à partir de ce en bas? J'ai pas très bien compris.
Dans ce dessin, oui, là, en haut à droite, à le en haut partir à de ça. droite, alors c'est juste, Les deux axes, ils viennent d'où? on a utilisé une technique classique de réduction de dimension qui s'appelle multidimensional scaling. C'est la version duale de l'ACP, si tu veux. C'est comme faire. C'est pas un espace linéaire, l'espace des diagrammes de persistance, donc tu peux pas faire de l'ACP dedans. Mais il y a une façon duale de faire et qui te permet en fait d'essayer de trouver. En fait, ce que ça fait, ça, c'est que ça essaye de trouver une façon d'envoyer tes points dans un espace de dimension 2 en tordant le moins possible les distances entre les points. Alors, tu as une espèce de fonctionnel global que tu essayes de préserver, de quantité globale que tu essayes, qui est liée à la distance entre les points, et tu essayes de tordre le moins possible. Enfin, c'est vraiment. C'est un truc, c'est dual de l'ACP. Si j'aurais fait une ACP si les diagrammes avaient vécu dans un espace de Hilbert ou quelque chose comme ça. Là, c'est un espace métrique sauvage. Donc, on fait un truc, c'est qu'au lieu de faire la matrice de covariance, on regarde grosso modo la matrice alors c'est l'autre, enfin qui est beaucoup plus grande puisqu'elle est nombre d'individus par nombre d'individus. Enfin, d'accord. Et on prend donc c'est une technique standard, on aurait pu en utiliser une autre. Donc c'est pas une représentation fidèle, mais ça donne une idée. Alors oui, ça pareil. Donc ça c'est un truc aussi que c'est très joli avec cette théorie-là, c'est que elle s'est beaucoup développée sur des problèmes applicatifs. Et puis il y a quelques années, alors les gens en plus sont vraiment partis, ça venait de communautés de gens assez appliqués, donc ils ont vraiment fait des trucs avec des complexes simpliciaux, etc. Donc les premières versions, par exemple, du théorème de stabilité dont je vous ai parlé, ça avait été démontré pour des fonctions sur, grosso modo, des complexes simpliciaux ou des choses qui s'apparentaient à des complexes simpliciaux, triangulables, on va dire. Et puis c'était un peu à la main. Et il y a une petite dizaine d'années, on a repris un peu, enfin en regardant un peu comment ces résultats étaient prouvés, on s'est aperçu que, en fait, cet objet, la persistance, c'est un objet qui est beaucoup plus, qui est un objet algébrique et pas si topologique que ça. C'est-à-dire que quand vous faites de la persistance, vous dites, vous avez une famille emboîtée d'espaces, et puis ce que vous faites, donc avec des inclusions, quand j'ai construit mes filtrations, et puis ce que vous faites, c'est que vous regardez l'homologie de chacun de ces espaces-là. Les inclusions deviennent des applications linéaires entre les espaces. Et puis l'objet sur lequel vous avez la persistance, c'est justement sur cet objet algébrique-là, qui est une suite d'espaces vectoriels munis d'applications linéaires qui les connectent. D'accord? Et puis là, on peut prendre un point de vue très algébrique, regarder cet objet-là. On peut définir la persistance sous des conditions très faibles. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Il suffit juste que les rangs des applications linéaires soient finis. Il n'y a pas besoin que les espaces vectoriels eux-mêmes soient de dimension finie. Donc on peut définir une notion de diagramme de persistance. Et puis après, on peut écrire un théorème de stabilité. On peut écrire qu'est-ce que ça veut dire que deux objets algébriques comme ça sont proches. Ça permet d'écrire. Donc le théorème de stabilité que je vous ai donné, en fait, c'est un cas particulier, un théorème très algébrique. Et du coup, quand on prend ce point de vue beaucoup plus algébrique, il y a des tas de ramifications et de points de vue qui vont vers les maths pures, donc, qui sont des sujets d'ailleurs là que j'ai un peu de mal à tout suivre parce qu'il y a tellement de trucs. Mais en géométrie symplectique, par exemple, il y a des applications de la persistance et les gens qui font aussi des choses très très algébriques utilisent aussi de la persistance ou même ont développé la persistance dans des directions-là vers des applications de maths pure, j'ai envie de... Mais c'est aussi des très jolis trucs. Enfin, c'est des très jolis